BFM Business présente BFM Entreprise. Transmission, les règles. Sandra Gondouin. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de BFM Entreprise, l'émission qui plonge au cœur de votre boîte tout au long de la semaine. Le lundi, vous le savez, on parle de leadership, le mardi des outils RH, le mercredi de croissance et le jeudi de transmission. Ça va être le cas aujourd'hui avec un cas concret qui va être raconté par mes invités. Bertrand Laubry, délégué CRA à Paris. Bonjour Bertrand. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau avec nous. Et Bruno Toussaint, bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes repreneur de l'atelier du Livet. On va raconter cette histoire, cette reprise, cette décision que vous avez prise. BFM Entreprise, la transmission, c'est parti. Le témoignage. L'atelier du Livet. On va parler de cette entreprise dans un instant, mais avant de parler de cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous venez, Bruno. Quel est votre parcours avant de rencontrer cette entreprise ? Alors, avant de rencontrer cette entreprise, j'ai eu une trajectoire assez diversifiée parce que je suis ingénieur agronome de formation, mais j'ai travaillé pour des établissements publics, j'ai travaillé dans le développement agricole en France et à l'international. J'ai travaillé en organisation professionnelle dans un syndicat. J'ai travaillé dans une coopérative agricole et pour finir, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire à la tête d'une PME. Et c'est là où j'ai découvert le monde de la PME et c'est ce qui m'a donné l'envie de reprendre une PME à mon retour en France. Oui, vous avez finalement préparé votre retour en France et cette reprise bien avant de remettre le pied sur le sol. Comment s'est prise la décision ? Vous étiez dans ce contexte à Abidjan. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit après tout, je pourrais devenir patron moi-même ? Alors, c'est la découverte d'un métier, patron de PME, qui est à la fois les mains dans le cambouis, sur le terrain, au plus près des équipes, et qui doit aussi avoir la tête un peu dans la stratégie, à se dire où sera l'entreprise dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et c'est ce côté, vraiment la tête dans la stratégie et d'être au plus proche du terrain qui m'a plu. Mais j'étais salarié, j'étais dirigeant d'une filiale de PME et j'étais salarié, même si j'avais un haut niveau d'autonomie, c'était pas mon entreprise. Pour des raisons familiales, on a fait le choix de rentrer en France. Oui. Et j'ai dit, je ne vais pas revenir dans un grand groupe, je ne vais pas revenir en tant que salarié, mais j'ai envie de garder cette autonomie, de conserver ce côté très terrain et aussi dimension stratégique, développement commercial notamment. Oui. Et assez naturellement, des amis m'ont dit, mais il faut reprendre une PME parce que financièrement, une TPE, PME, c'est moins cher, donc j'avais un budget forcément limité, mais au moins tu seras ton propre patron, c'est toi qui décideras, si tu te plantes, c'est de ta faute. Si tu réussis, c'est grâce aux équipes et tu pourras en être fier. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de me lancer dans ce projet de reprise. Vous visiez un type spécifique d'entreprise, au-delà de la taille et le fait que ce soit une PME, vous visiez un secteur particulier ? Alors, je visais plusieurs secteurs. J'avais envie d'être fier de ce que je faisais, donc effectivement la nature de l'activité était importante. Je ciblais l'agroalimentaire et la filière bois, forêt, parce que c'est des produits vivants de par ma formation, parce que je trouve que c'est des beaux métiers qui sont aussi concrets et qui vont pas être mangés par l'IA demain, puisqu'on achète, on vend des choses très concrètes. Et donc je voulais plutôt petite industrie, de transformation, soit dans l'agroalimentaire, soit dans la filière forêt-bois. Voilà, c'était ma cible. C'est la filière forêt-bois qui a gagné. On va y revenir dans un instant. Mais au final, vous aviez eu, et après on va s'intéresser à comment s'est passé l'accompagnement, mais vous avez eu plusieurs entreprises qui étaient dans la fin finalement de ce raisonnement. Vous avez eu quoi, des entretiens sur deux entreprises différentes pour reprendre deux entreprises différentes. Ouais. J'ai eu 2 pistes chaudes dans l'agroalimentaire d'ailleurs. Un fabricant de fromage, petite industrie avec 15 salariés, et un fabricant de blinis, crêpes. Et je suis allé jusqu'à l'étape de lettre d'intention. Alors on va peut-être pas rentrer dans le détail de l'ingénierie de la reprise, mais la lettre d'intention, c'est quand même assez engageant. Oui. C'est signé par le cédant et par le repreneur pour cadrer un peu les documents du contrat final, du closing. Et donc ces lettres d'intention, je les ai signées. Malheureusement, les cédants les ont pas signées et donc j'ai dû passer à d'autres dossiers
chantier. Un autre Mais effectivement, projet. il y a un côté ascenseur émotionnel où on y croit, on se projette, et puis du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et il faut garder la motivation et rebondir sur d'autres projets. C'est intéressant. Vous êtes fait aider évidemment par CRA et Bertrand va nous dire comment, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le cheminement entre une carrière assez large avec plein de postes et finalement cette prise de décision, Bertrand, qui fait que à un moment, ça y est, on va devenir patron d'une PME. Ben oui, c'est tentant. Quand on a eu une expérience de salarié pendant quelques années, il y a un moment, on se dit j'ai envie de travailler pour moi-même. J'ai envie de viser une opération un peu patrimoniale, c'est-à-dire quelque chose sur le long terme. Et puis, c'est quand même une très belle aventure d'entreprise, surtout quand c'est la sienne. Par conséquent, il y a beaucoup de gens qui plongent, et notamment des gens tout à fait dans le profil de Bruno, des gens qui ont eu un parcours assez prolongé, qui ont acquis une véritable expérience, et puis qui à un moment se disent, voilà, c'est le moment. C'est intéressant parce que quand on est salarié, c'est vrai qu'on est protégé, entre guillemets. On a cette impression, en tout cas. Vous parlez d'autonomie, vous parlez d'avoir les mains dans le cambouis. Être patron, c'est tout ça, d'accord, mais c'est aussi avoir des problèmes quotidiens qu'il faut régler. Tous les patrons le disent sur cette antenne. Vous vous êtes dit, c'est pas grave, ça, c'était pas finalement une barrière suffisante pour vous en empêcher. C'est une prise de risque, effectivement. Et c'est là où il y a une dimension entrepreneuriale. On parlait de la création avant hors antenne, mais la reprise, il y a aussi cette dimension entrepreneuriale. Et ce rapport au risque, parce qu'effectivement, il y a un risque. Moi, j'ai une famille et le risque zéro n'existe pas. On aura beau essayer de maîtriser ces risques. Donc, ce qui est important, c'est de l'accepter, d'en avoir envie, et puis de les appréhender au maximum, de faire une analyse de risque et de voir comment est-ce qu'on va essayer de les maîtriser. Et je pense que c'est le propre d'un entrepreneur. Et c'est vrai en création d'entreprise, mais c'est aussi vrai en reprise. C'est vrai que là, le rôle de l'accompagnant est hyper important. CRA fait ça. C'est votre spécialisation. Ça veut dire cédant et repreneur d'affaires. C'est vraiment ça, votre rôle. Oui, le cœur de notre activité, c'est de mettre en relation des cédants et des repreneurs, d'une part, et puis surtout d'accompagner les repreneurs dans tout ce parcours qui est long, qui suppose de prendre les bonnes décisions, de bien analyser la situation, etc. Donc l'accompagnement, c'est tout à fait quelque chose de clé dans notre prestation auprès des repreneurs. Qu'est-ce que c'est comme type d'accompagnement ? On accompagne dans quel secteur ? Parce que être patron, c'est justement tout gérer. Donc, il faut se prémunir des risques juridiques. Il faut effectivement être dans la stratégie. Il faut reprendre une équipe de travail. Enfin, toutes les tranches, toutes les strates de l'entreprise sont prises en considération. Vous accompagnez sur quoi ? Oui, c'est tout ça. Mais l'accompagnement, il prend la forme d'une relation one-to-one, si je puis dire, entre le parrain et le filleul, en fonction des besoins du repreneur. Oui. Bruno, il connaissait déjà beaucoup de choses dans ce domaine. Du coup, il a eu un certain nombre de demandes particulières sur lesquelles il hésitait. Et le parrain, il est là pour répondre à ces questions, fort de son expérience d'entrepreneur, parce qu'en fait, nous, les délégués CRA, nous sommes tous des bénévoles qui avons eu une expérience d'entrepreneur, soit parce qu'on a créé des entreprises et qu'on les a revendues, soit parce qu'on a repris des entreprises et qu'on les a revendues. Donc, on transmet en quelque sorte ce savoir-faire et puis cette approche dans laquelle il n'y a pas de problème insoluble. Notre travail, c'est de trouver à chaque fois des solutions aux questions qu'on se pose. Est-ce que cet accompagnement a aidé à choisir finalement cette entreprise de l'atelier du Livet, Bruno ? Oui, ça fait partie d'un tout. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui a un certain recul, qui met pas forcément justement les mains dans le cambouis du dossier, dans l'analyse financière de la cible, etc. J'ai participé à un échange à la CCI sur la gestion des émotions dans le parcours de reprise. On va en parler bien sûr. Et effectivement, ce parrain-là, il peut aussi faire punching ball, c'est pas le bon terme, mais à des moments où je parlais tout à l'heure d'une grosse déception, on a effectivement besoin de vider son sac, on comprend pas, alors il y a mon épouse, c'est sûr, mais je peux pas non plus trop l'envahir avec ça, donc c'est important
important d'être accompagné, d'avoir des amis, mais aussi un parrain qui a cette expertise-là et surtout qui a beaucoup de filleuls, d'autres personnes qui l'accompagnent aussi et donc qui a vu beaucoup de choses. Et c'est toujours intéressant d'avoir des expériences, enfin, qui puissent parler un peu des expériences vécues. Je cite ce que vous m'avez écrit quand on préparait l'émission, remonter le moral aussi dans les creux. Exactement. C'est ça, hein, c'est ça exactement. Et c'est marrant parce que souvent, quand on parle de reprise d'entreprise, Bertrand, cette dimension psychologique, elle ressort très vite. Oui, mais vous savez, c'est une dimension qui est requise pour tous les entrepreneurs. Je pense qu'on réussit dans l'entreprise si on est optimiste, si on est sûr qu'on va y arriver. Alors évidemment, si on a le moral plombé, c'est pas une bonne situation. Donc en effet, avec le recul que nous avons, on essaye d'insuffler ce truc-là ou de relativiser les difficultés pour aider à surmonter ces difficultés et repartir de l'avant. Vous savez, c'est un projet qui est long, la reprise d'entreprise. Entre le moment où vous commencez à rechercher ce qu'on appelle des cibles et le moment où vous signez, c'est en moyenne entre 12 et 18 mois. Ouais. Et plus on avance dans le temps, et plus le moral du repreneur risque d'être fragile. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps-là, il ne gagne pas d'argent. Il est sur un projet dont il ne sait pas si ça va aboutir et donc il pourrait être tenté d'accepter des choses qui ne devraient pas être acceptées. Donc nous, avec notre recul, justement, on essaye de lui permettre de relativiser tout ça. On voit ici à l'écran effectivement cet accompagnement. C'est un parrainage, on en a parlé. C'est aussi une formation. Vous avez une formation de 3 semaines. C'était quoi cette formation ? Il y avait quoi dedans ? C'est la boîte à outils du repreneur. C'est-à-dire qu'on parlait de gestion émotionnelle. On peut avoir une intervention justement sur la communication, la gestion des émotions. Ça va être très technique avec des avocats, des experts comptables qui vont expliquer quelle est la méthode. Ça va être des témoignages de repreneurs, ce qui s'est bien passé, les erreurs, pour que chacun se fasse un peu sa boîte à outils. Et en fait, ce qui est intéressant, et moi ce qui m'a intéressé aussi dans le projet, c'est qu'à la fois il y a une dimension méthode, rigueur, avec des choses à appliquer avec sérieux, et en même temps il y a une dimension créativité, c'est-à-dire que l'opportunité peut être à n'importe quel coin de la rue. J'étais chez le coiffeur et assez rapidement, il faut parler aux gens que vous rencontrez de votre projet de reprise. Chez le coiffeur, j'ai eu une touche pour reprendre une entreprise parce que la coiffeuse avait un client qui avait une entreprise à vendre, etc. Oui. Donc, cette opportunité au coin de la rue, il faut pas rester seul devant son ordi avec sa méthode, sa rigueur, son tableau Excel, etc. C'est un mélange à la fois de créativité et en même temps de méthode. Et cette formation de 3 semaines, elle apporte cette méthode et elle donne aussi les clés pour garder cet état d'esprit et d'ouverture et cette dimension un peu créative aussi. On va revenir dans un instant sur ce contexte. Effectivement, il y a un vrai contexte en ce moment en France sur la reprise d'entreprise qui est intéressant et il faut regarder. On va avant ça parler de cette décision. L'atelier du Livet, ça y est, vous le reprenez. On est ici dans l'artisanat, la menuiserie. Que fait concrètement l'entreprise ? Alors l'entreprise, elle conçoit, elle fabrique et elle installe du mobilier en bois pour les espaces extérieurs. C'est-à-dire que historiquement, on fabriquait le mobilier qui permet l'agencement des jardineries, l'agencement des espaces extérieurs des jardineries, là où on met tous les pots de fleurs, les plantes, etc. Donc c'était de la conception, fabrication de meubles. Le Covid est passé par là avec les jardineries qui ont très bien fonctionné et il y a un petit coup de bâton post-Covid qui fait que celui qui m'a cédé l'entreprise a dû se diversifier et a commencé à travailler dans les projets de végétalisation de cours d'école, notamment en région parisienne, qui était assez précurseur sur le sujet, où pour plein de raisons passionnantes d'ailleurs, mais liées à l'adaptation de la ville aux évolutions du climat, on doit transformer ces cours et notamment les végétaliser. Et dans tous ces projets, il y a une dimension bois importante parce que quand on fait un abri vélo, quand on fait un platelage, on veut pas du plastique, on veut du bois massif. Et donc l'atelier du Livet va concevoir avec le client, fabriquer et une équipe de pose qui va poser ces mobiliers dans les cours d'école. Ça veut dire que vous arrivez sur une entreprise, vous reprenez une entreprise dont vous avez pu voir qu'il y avait parfois des difficultés, mais sur lesquelles il y a un marché derrière. Exactement, ouais. C'est ça qui me plaisait aussi, c'était de me dire cette adaptation de la ville, c'est pas un feu de paille, c'est pas un effet de mode, il y a une vraie transformation des espaces urbains. Le bois est un matériau incroyable, qui a une très belle histoire, qui est produit en France, qui est durable sur plein d'aspects. Et donc, quelle est la place du bois
dans cette évolution de la ville. Alors justement, ça peut paraître assez philosophique, assez déconnecté de mon métier au quotidien. J'achète du bois, je fabrique et je vends. Mais c'est justement ça le patron de PME, et c'est ça qui me plaît aussi, c'est de pouvoir se projeter à 10 ans, 15 ans avec un côté un peu potentiellement rêve éveillé, et en même temps d'être dans le très concret. J'ai des salaires à payer à la fin du mois et il faut que je sorte du chiffre d'affaires. Donc je vais être un peu dans ces deux univers. C'est ça qui me plaît aussi. 6 salariés, c'est ça aujourd'hui? 6 salariés, 6 ouais. salariés. Et quand vous le racontez, en tout cas, il y a un projet presque sociétal derrière, en réalité, un verdissement de nos villes, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un projet à reprendre comme celui-là, par exemple, soit intéressant, que la situation soit favorable et que ça aboutisse finalement dans un dossier, Bertrand? Alors je dirais que ça dépend principalement du cédant, de l'entreprise qui fait l'objet de l'intérêt du repreneur. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins viables. Nous, au CRA, on ne s'occupe d'accompagner que des gens qui vendent des entreprises qu'on appelle in bonis, qui fonctionnent bien, qui ont une rentabilité même faible, mais régulière, notamment parce que le plus souvent, l'acquisition de l'entreprise se fait par le biais d'un crédit bancaire qui finance une partie de l'acquisition. Donc il faut pour ça que l'entreprise gagne de l'argent, parce que c'est la condition pour rembourser le crédit. Donc il y a d'une part la situation financière de l'entreprise qui fait l'objet de la cession, et puis il y a ses perspectives. Est-ce qu'elle est sur un marché qui est en décroissance, ou au contraire qui est en rebond? Est-ce qu'il y a des facultés de développer le commercial, par exemple à l'international, alors que le cédant ne s'en est pas occupé jusqu'ici? Est-ce que l'entreprise a la faculté de s'organiser mieux, notamment en digitalisant ses procédures, alors que ce n'était pas fait avant? Vous voyez, c'est tout ça ce qu'il faut étudier pour voir quel est l'avenir de cette entreprise. Il faut que vous regardiez aussi, effectivement, comme l'a dit Bruno, la vision. Comment on voit cette entreprise dans les 10 années à venir? Est-ce que vous rencontrez peut-être des fois des patrons qui se présentent à vous et vous vous dites ça va pas le faire, cette personnalité-là, elle n'a pas ce qu'il faut pour reprendre une entreprise de façon générale? Oui, absolument. Il faut pour ça des repreneurs très volontaristes. Des repreneurs qui sont capables de se dire, là, il y a un certain nombre de difficultés par rapport au marché, par rapport à l'évolution réglementaire, par exemple, mais voilà comment je vais faire pour surmonter ça et trouver de la croissance. Ça, c'est vraiment un truc volontariste. Il y a des gens qui disent, non, c'est pas possible, et des gens qui se disent, qui ne posent pas cette question, qui se disent, comment on fait pour que ce soit possible? Vous voyez, c'est ça la différence. Oui, effectivement. Ça veut dire que, concrètement, je pose souvent cette question dans cette émission, tout le monde ne peut pas être patron. Oui, c'est vrai. Oui, d'accord. Oui. Vous qui avez fait beaucoup de salariat avant, en l'occurrence. Oui, je pense que c'est effectivement une envie. Enfin, il faut en avoir profondément envie. Moi, je parle souvent de la tête, du cœur et des tripes aussi. En fait, il faut que ça soit rationnel. Il faut qu'il y ait un rationnel derrière et quelque chose qui soit un minimum réfléchi. Mais après, il faut un élan du cœur. En tout cas, moi, il faut que je sois fier de ce que je fais, etc. Et puis après, il y a les tripes. Les tripes, c'est est-ce qu'on est prêt, effectivement, à assurer le rôle d'un patron qui est parfois, on parlait des mains dans le cambouis, des choses très basiques, très concrètes. Et tout le monde n'a pas forcément envie, c'est sûr. On n'est parfois pas dans la stratégie. On voudrait être souvent dans la stratégie, avoir une vision long terme, mais effectivement, les mains dans le cambouis, quand on est patron, on les a. C'est vrai. Oui. C'est vrai, oui, les angoisses de fin de mois, quand vous avez un client qui n'a pas payé, comment vous allez payer vos salariés, c'est le quotidien des repreneurs, mais en fait de tous les chefs d'entreprise. Oui. Vous avez signé l'acquisition de cette entreprise fin 2024, décembre 2024, ça fait un petit peu plus d'un an, presque un an et demi, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que l'année et demie qui s'est écoulée a répondu à vos attentes? Est-ce que ça a fait apparaître de nouvelles problématiques ou de nouvelles contraintes? Comment vous l'avez vécu? Alors je l'ai très bien vécu, parce que c'est un sentiment assez profond de se sentir à sa place. Et c'est assez agréable. Donc même si c'est dur, j'ai eu un mois d'août par exemple difficile parce que il y avait 4 chantiers à gérer en parallèle et c'est quelque chose que l'entreprise n'avait jamais fait. Ça c'est trop de travail, c'est bon signe. C'est beaucoup de travail et c'était très bon signe. Ouais. Donc ça veut pas dire veut pas dire que c'est pas dur et que c'est pas difficile, mais derrière, il y a toujours ce sentiment d'être à sa place et d'être heureux, en fait, de se dire, je suis content quand je me lève le matin, j'ai pas de problème à m'endormir le soir. Donc, une vraie satisfaction. Pas de grosses surprises, pas de surprises majeures. J'aime aussi le côté humain. En fait, dans les TPE, PME, le facteur humain est prépondérant. Donc, quand on arrive, rassurer les équipes, expliquer, s'intégrer, on ne crée pas quelque chose ex nihilo. On hérite aussi d'une histoire. Donc, il faut comprendre aussi
aussi cette histoire. Et ça, moi, j'aime bien aussi comprendre d'où on vient pour pouvoir se projeter aussi sur le passé. Il ne faut pas faire table rase du passé, quoi. Il faut garder la culture d'entreprise, évidemment, la façon dont il travaillait. Ça s'est passé comment, justement, avec l'équipe existante? Eh ben, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est vrai qu'il faut y aller doucement. On peut pas, il ne faut pas renverser la table tout de suite, surtout pas. Et il faut apporter les éventuels changements avec des petites touches et toujours en embarquant les équipes, parce qu'on est de trop petite taille pour pouvoir faire des changements trop forts, trop rapidement. On va passer tout de suite au conseil de l'expert. Le conseil de l'expert. Dans cette dernière partie de l'émission, je vous demande ce que vous êtes heureux d'avoir fait l'un et l'autre dans ce dossier-là ou dans ce type de dossier. Est-ce que les erreurs que vous avez commises également, est-ce qu'il y en a des erreurs? Est-ce que vous en avez relevé, Bruno? Ou des choses que vous auriez peut-être pu faire différemment? Peut-être au niveau de la gestion des émotions, je pense que j'ai pas forcément été très bon au début en y mettant un peu trop. Et j'ai mis un peu de temps à bien trouver ce recul parce qu'il faut garder cet enthousiasme et cette flamme, et en même temps il faut être un peu clinique aussi et savoir voilà, et cet ajustement, j'ai mis un peu de temps à le trouver. C'est pas dramatique, mais voilà, si c'était à refaire, je sais que je serais plus ajusté plus rapidement. Je vois beaucoup de dossiers et de situations dans cette émission, et vous avez visiblement été accompagné tôt. Vous avez pris tout de suite cette décision-là, et je pense que c'est peut-être que vous allez dire dans le conseil de l'expert, c'est-à-dire qu'il faut vite envisager de ne pas faire ces dossiers-là tout seul, Bertrand. Bien sûr, c'est sûr que mieux on est accompagné, meilleures sont les chances de succès. Le résultat, c'est que parmi les repreneurs qu'on accompagne et qui reprennent, qui signent une reprise, on a un taux de succès qui est absolument énorme. Quand je dis succès, c'est au bout d'un certain nombre d'années. Il y a à l'inverse très très peu de cas dans lesquels finalement ça ne fonctionne pas. Mais c'est notamment parce que pour aboutir à la signature, il y a des tas de garanties qui se mettent en place. Par exemple, quand vous devez souscrire un crédit bancaire, la banque, elle ne vous prête que si elle a vérifié que l'entreprise est viable. Donc tout ça cumulé fait que, au total, les conditions sont réunies pour que ça soit un succès. Alors il faut évidemment que le repreneur soit excellent, qu'il ait la passion, comme Bruno le disait tout à l'heure. C'est une des conditions, mais c'est, encore une fois, c'est très très rare qu'il abandonne parce que ça ne fonctionne pas. On parlait du contexte tout à l'heure et en France, les entreprises vont devoir être reprises dans beaucoup de cas, dans tous les secteurs, ils sont tous concernés. Il va y avoir un grand nombre de départs à la retraite, des entreprises vacantes qui fermeront si jamais il n'y a pas de repreneur. On est dans ce contexte-là, c'est ce que vous voyez, vous commencez à voir cette vague? Oui, alors non seulement on commence, mais pour tout vous dire, c'est ce qui est à l'origine de la création du CRA. Le CRA a été créé il y a une quarantaine d'années déjà, et il y avait déjà un certain nombre de patrons qui partaient à la retraite et qui, pour certains d'entre eux, ne trouvaient pas de repreneur. Et comme vous le disiez, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise s'arrête. Donc les emplois sont perdus, les savoir-faire sont perdus, les fonds de commerce sont perdus, donc c'est vraiment un énorme gâchis. Donc la mission, entre guillemets, du CRA, ça a été de dire, on va tâcher de trouver des repreneurs adaptés aux cédants et de faire en sorte que la reprise soit un succès, parce que c'est la condition qu'on met en avant. Et grâce à ça, les entreprises vont durer, vont être pérennes, et on ne va pas avoir ce gâchis absolument épouvantable. Ça a plutôt augmenté depuis quelques années. En effet, la masse, le nombre d'entreprises qui sont dans cette situation d'avoir un patron qui part à la retraite, ce nombre augmente. On arrive à des quantités tout à fait importantes. Et alors, c'est bien pour les repreneurs, parce que ça leur donne beaucoup d'opportunités. Ils ont énormément de choix, énormément d'entreprises parmi lesquelles ils peuvent choisir. Vous me disiez en préparant l'émission qu'il y avait aussi, et ça c'est plutôt une bonne chose aussi, beaucoup plus de salariés qu'avant qui se lançaient dans cette aventure. Oui, ça devient presque une opportunité de carrière. Auparavant, on était soit salarié, soit créateur d'entreprise. Depuis une dizaine d'années, l'option reprise d'entreprise est une véritable option. Et cette fois, c'est une option qui a tout son sens, parce que quitte à choisir entre reprise et création, nous on dit toujours, l'avantage de la reprise, c'est que vous n'avez pas à faire la preuve du concept. L'entreprise, elle existe déjà, elle a une activité et des clients. Donc elle a déjà fait la preuve qu'elle est capable de fonctionner. Alors peut-être on peut s'améliorer, on peut être plus rigoureux, on peut améliorer la rentabilité, mais il n'y a pas de doute sur le fait que cette entreprise va trouver son marché. Et la nouveauté, en effet, c'est qu'on a aujourd'hui des jeunes de moins de 30 ans qui décident pratiquement tout de suite
d'être repreneur. Alors qu'avant, c'était vraiment réservé à des personnes qui avaient déjà une expérience d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années et qui, à ce moment-là, au bout de cette vingtaine d'années, décidaient de reprendre une entreprise. Contexte favorable, du coup. Le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut faire la même chose que vous, Bruno, pour finir? Eh bien, le conseil, c'est de bien décider en amont du projet de se lancer ou pas dans un projet de reprise. Et en revanche, une fois qu'on a pris la décision de se lancer, d'y aller vraiment à fond. Parce que ça nécessite une bande passante énorme, une attention énorme. C'est souvent un projet de vie important. Et donc, on ne peut pas le faire à mi-temps. Il faut, et bien sûr, d'être accompagné derrière avec les spécialistes et les experts, ceux qui sont reconnus, parce que c'est un écosystème qui est complexe, qui va se complexifier, avec des gens intermédiaires plus ou moins bien intentionnés, on ne comprend pas toujours quelle est la valeur ajoutée. Le CRA, c'est typiquement des bénévoles qui ont une expertise et qui pèsent et qui sont pour moi essentiels dans l'accompagnement. Un entrepreneur ne doit jamais rester seul. J'ai entendu ça il y a quelques jours sur ce plateau. Je trouve qu'il n'y a rien de plus vrai, notamment dans ces situations. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission BFM Entreprise consacrée à la transmission. Bertrand Laubry, délégué CRA à Paris, Bruno Toussaint, repreneur de l'atelier du Livet. Merci à tous les deux pour ce partage d'expérience. Émission à retrouver tous les jours à 12h30 sur BFM Business. Passez une très bonne journée. BFM Entreprise, transmission, les règles sur BFM Business.